Alors, Joey Corey, j'ai bien prononcé Joey. Joey, il fait le doctorat ici à l'Université de Montréal, un doctorat en sciences humaines appliquées. Il est partenaire ici d'une bonne partie de nous, il fait déjà longtemps, on travaille ensemble, il fait déjà quelques années, n'est-ce pas? Et lui, il vit avec la vision de la grande transition. Alors, on verra qu'est-ce que... Voilà. Bon, alors juste quelques points avant de commencer. Je remercie vraiment Marley de cette opportunité. C'est quand même spécial pour moi de pouvoir partager cette idée de grande transition avec une salle remplie de tous les profs HEC qui m'ont inspiré. Alors c'est vraiment une belle opportunité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est... alors, j'ai pas beaucoup de temps, le temps passe. Et alors, grosso modo, déjà, merci d'être indulgent avec moi. Mon français parlait beaucoup mieux que mon français écrit. Il pourrait y avoir des fautes d'orthographe, alors merci pour votre indulgence. Et puis, bon, cette idée de grande transition, ça tombe bien que je présente entre Yves-Marie qui a parlé de décroissance et Marley qui va parler de point de vivre, parce que finalement, c'est deux concepts, deux modèles qu'on retrouve dans cette idée de grande transition. Grande transition, bon, on peut aller vers le business as usual, sur le chemin sur lequel nos sociétés sont actuellement, ou bien on a besoin de faire un grand virage, une transformation de nos structures sociales pour arriver à une autre façon de voir le développement, une autre façon de vivre. Alors principalement cette idée de transition, la littérature se base sur cette notion que de la même manière qu'il y a eu une grande transition au XVIIIe siècle avec le début de l'industrialisation, nos sociétés ont fondamentalement changé dans leur structure, qu'en fait une deuxième transition doit prendre place aujourd'hui, qui va fondamentalement encore transformer nos sociétés, qui ne devraient pas ressembler à ce qu'elles ressemblent aujourd'hui, si on veut vraiment arriver à ce que cette notion de développement durable prône, qui est de subvenir à nos besoins présents, tout en donnant la capacité aux générations futures de combler leurs besoins. Alors, si je veux faire un peu une comparaison par rapport peut-être au modèle de la décroissance, c'est qu'on ne vient pas nécessairement à l'encontre de la notion de développement durable. Ce que la littérature met de l'avant, c'est qu'on n'a juste simplement pas encore réalisé le développement durable, parce qu'on est en train d'approcher le développement durable d'un point de vue très technocratique, managérial. On voit le développement durable comme un problème technique, tandis qu'en fait c'est un problème fondamentalement culturel. Alors on parle de transformation culturelle si on veut pouvoir subvenir à nos besoins présents tout en donnant la capacité aux générations futures. Alors il y a plusieurs instituts qui, depuis je dirais les fins des années 80, début 90, qui se penchent sur cette notion de grande transition, comment entamer un grand virage sociétal vers une autre façon de penser l'économie. Alors là, on re-questionne fondamentalement le modèle dominant économique, puis on propose des alternatives. Alors, beaucoup de travail a été fait par le Stockholm Environment Institute, par The New Economic Foundation, The Post-Growth Institute. C'est vraiment des institutions, en fait, qui sont soit britanniques, soit nord-américains, soit australiens. Alors, c'est vraiment une notion qui vient des pays développés. Principalement, ça commence un peu beaucoup de la même manière que le fait le modèle de la décroissance, de démystifier les mythes économiques. Alors, les mythes du marché, de la main invisible qui est efficace, le mythe des prix qui reflète la vérité, du bonheur qui s'accomplit à travers le bien-être matériel, et cette croissance économique à l'infini sur une terre finie. Alors, fondamentalement, le mouvement de grande transition est porté par trois gros enjeux qui sont interdépendants, qui ne sont pas dissociés l'un de l'autre. Le pic pétrolier, il y a des prévisions, mais on s'en va vers une diminution drastique des quantités de pétrole à notre disposition. Les changements climatiques qui sont liés à cette problématique de pic pétrolier, et les inégalités sociales qui vont juste faire d'accroître avec tous les bouleversements climatiques qui vont s'accélérer. Alors, comment, d'une seule approche, pouvoir essayer de résoudre un peu et de faire face à ces défis-là de société? C'est vraiment une relocalisation de l'économie. Alors, de partir d'un modèle économique mondialisé vers un modèle économique local à l'échelle humaine. On parle beaucoup d'échelle humaine.
Et de cette manière-là, on va décarboniser en quelque sorte le modèle économique. On va changer nos modes de production, de distribution et de consommation. Alors, ça implique quoi finalement cette relocalisation de l'économie? Ça implique fondamentalement au niveau individuel et collectif une autre manière de penser nos modes de vie, des modes de vie basés sur d'autres valeurs culturelles, sur les besoins plutôt que sur les désirs, sur la simplicité plutôt que sur l'opulence, sur le collectif plutôt que l'individualisme, sur l'être plutôt que sur l'avoir. Alors là, on fait beaucoup de parallèles avec les valeurs de la décroissance. Alors, c'est une façon de dire que cet objectif de développement durable, on peut l'atteindre vraiment de façon à ce qu'on va transformer notre culture. Ce n'est pas juste une question technique. Et on doit passer d'une culture basée sur l'ego à une culture qui est basée sur l'écologie, où l'humain fait simplement partie et juste un des éléments de l'écosystème. Et puis même, on va au-delà de ça, même à une façon de comprendre la culture d'un point de vue théologique. Ça veut dire l'humain au service de l'écosystème, qui est genre le steward de l'écosystème et en prendre soin. Alors, on passe d'une compréhension du développement durable, d'une pratique du développement durable, disons plutôt classique, encore une fois managériale, technocratique, qui est les fameux trois cercles qui s'intersectionnent là. Puis au milieu, c'est le développement durable, puis on essaie tout le temps de jongler, qui finalement nous a mené aujourd'hui à rien. Et on passe à une façon de comprendre le développement durable où, sans environnement, il n'y aurait pas d'humain. Je veux dire, si c'est juste des déserts en Amérique du Nord, ça va être un peu difficile de survivre. Puis sans société, sans humain, il n'y a juste pas d'économie. Alors finalement, c'est de voir l'économie qui doit être un outil, un moyen au service de l'humain et non l'humain au service de l'économie, et puis l'humain au service de l'environnement. Alors c'est vraiment de repenser les priorités de ces trois sphères-là. De manière très importante, c'est que, encore une fois, c'est pas juste dans la théorie. Ce qui est important, d'après moi, du mouvement de la transition, c'est que il y a un réseau de transition qui a émergé en Grande-Bretagne en 2006. Et la présentation de Louise m'a fait beaucoup penser à ça parce que c'est des exemples de villages qui ont parti des plans d'action pour décarboniser leur économie, pour localiser leur économie, et qui ont fait en fait des petits bébés. Alors on a vu qu'il y avait des initiatives intéressantes, des expériences sociales intéressantes, de l'innovation sociale intéressante. On a voulu réappliquer ces modèles-là, portés par des citoyens. Alors c'est très communautaire, c'est porté par des groupements citoyens, et on a commencé à voir ces initiatives se répliquer beaucoup en Grande-Bretagne, et aujourd'hui vraiment il y a un réseau mondial, beaucoup encore une fois en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et en Australie, qui porte de l'avant cette idée de grande transition, portée par des citoyens qui développent des initiatives locales pour un développement local. Alors pour moi, l'exemple de Saint-Camille, je regardais ça, puis je me disais, c'est de la grande transition en quelque sorte. Alors, une expérimentation sociale en action, l'innovation sociale, une politique citoyenne du bas, en parallèle aux institutions dominantes. Alors, l'idée, c'est de ne pas attendre du haut pour qu'on fasse du développement durable, c'est de dire, on va prendre le développement durable en main, puis on va nous-mêmes le faire. Et peut-être, si on veut encore une fois faire un parallèle avec peut-être l'approche des croissances, c'est un mouvement qui se veut apolitique. Et ça aussi, c'est pour certains un genre de critique, de dire, ben, pour faire vraiment une grande transition, on a besoin d'avoir une portée politique, tandis que le mouvement, lui, se base vraiment sur les actions concrètes, c'est de dire, on n'a pas besoin de tout le temps aller à l'encontre des institutions dominantes. Nous, on va porter des actions citoyennes qui, si on en fait encore une fois, des petits bébés, si on a plus de ces initiatives-là, le plus qu'il y en a, le plus qu'on pourrait éventuellement faire pencher la balance. Alors, mais bon, ça peut être critiqué. Fondamentalement, l'idée de transition, c'est de dire on va commencer à travailler au niveau individuel. Alors, on parle vraiment de trois niveaux, the mind, the heart and the hands. Alors, c'est déjà de déconstruire le modèle économique, comme le fait la décroissance, au niveau intellectuel. Alors, on parle encore une fois de relocalisation de l'économie pour essayer de développer une résilience communautaire. Après ça, on parle du cœur dans le sens que le mouvement voit un peu notre addiction, notre dépendance à notre modèle économique, notre dépendance au pétrole, notre dépendance à la surconsommation, comme vraiment des addicts qui doivent se défaire de leur dépendance. Alors on adopte beaucoup tout ce qui est psychologie du changement, accompagnement de l'addiction, etc.
Et puis finalement, avec les mains, un mot en anglais qui est très très présent dans les initiatives de grande transition, c'est l'idée de reskilling. Alors c'est de redécouvrir en quelque sorte l'usage de nos mains, c'est de passer de consommateurs à des producteurs. Et on voit beaucoup de ces initiatives-là au niveau local, on parle de Fab Lab. Alors vraiment, comment est-ce qu'on peut de plus en plus produire nos propres, les choses qu'on a besoin pour nos besoins de base. Le mouvement de grande transition se base et utilise beaucoup une boîte à outils que j'appelle, que le mouvement met de l'avant, qui est le concept de design de permaculture. Alors, le design de permaculture se base beaucoup sur les connaissances ancestrales indigènes. Alors, encore une fois, on fait un lien avec le buen vivir qu'on va voir tout à l'heure avec Marley. C'est vraiment de revaloriser les modes de vie durables qui existaient avant l'industrialisation, de les revaloriser, de les ramener, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre pour vraiment pouvoir réussir le développement durable. On parle beaucoup de justice alimentaire, parce qu'encore une fois, relocaliser l'économie, développer l'autonomie des citoyens passe avant tout par la production de la nourriture. Alors on doit repenser notre système d'alimentation. Et encore une fois, on est en train de bouger vers d'autres valeurs culturelles, vers une simplicité volontaire. Encore une fois, le lien avec la décroissance. En termes concrets d'action, quand on parle d'une initiative de transition, alors il y a beaucoup d'outils qui ont été développés à partir de l'Angleterre, à partir du réseau de transition, des outils, des schémas, des frameworks qui sont proposés à tous citoyens ou regroupements citoyens qui sont intéressés de mettre de l'avant des projets de transition dans leur localité, que ce soit des quartiers en ville ou que ce soit des villages en zone rurale. Alors vraiment beaucoup d'outillages concrets pour poser des actions et pas juste un discours. Alors, encore une fois, je mentionnais le réseau qui a débuté non pas en 2006, en 2004. Aujourd'hui, on cartographie plus de 400 initiatives qui se veulent officiellement faisant partie du réseau de transition. Alors, on pourrait penser que c'est plus de 400 exemples de 5 amis, en quelque sorte, à travers différentes régions. Et aussi plus de 600 initiatives qu'on dit plus en germination, qui ne sont pas officiellement faisant partie du réseau, mais qui se veulent dans un esprit de grande transition à travers 43 pays. Alors ici au Québec, on a commencé vraiment à voir des initiatives qui se mettaient de l'avant en tant que des initiatives de grande transition à partir de 2009. L'exemple le plus concret, je devrais dire, ici au Québec, et d'après moi, c'est Villeray en transition ici à Montréal, qui font beaucoup d'initiatives dernièrement sur cette notion de grande transition. Il y a aussi Transition NDG qui commence aussi à prendre de l'avant, qui sont inspirés par Villeray. Et puis il y a le réseau de transition du Québec qui s'était formé, qui a été dissous. Bon, là il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de remettre une structure autour de ça pour, encore une fois, porter cette notion de grande transition ici au Québec. Il y a beaucoup d'initiatives de grande transition qui se font en Ontario, au BC. C'est quelque chose que je commence à explorer tout récemment. Et puis il y a un réseau de recherche sur la transition au Canada, financé par le CRSH, qui ont commencé leur recherche l'année passée sur les 3 prochaines années. Alors voilà, ça serait intéressant de commencer à mettre en lien ce qui peut se faire au Québec, ce qui émerge, avec ce qui se fait dans les autres provinces. Beaucoup d'entreprises sociales aussi qui se développent ici au Québec, qui se veulent dans une vision transitionniste. Bon, je ne veux pas m'attarder, mais qui touche beaucoup, on parlait tout à l'heure de développement intégré. Alors l'idée de grande transition, c'est de dire qu'au niveau local, on doit repenser encore une fois notre système d'alimentation, on doit repenser nos systèmes d'énergie, comment est-ce qu'on va produire de l'énergie pour nos communautés, c'est repenser le culturel. Alors c'est vraiment une manière intégrée et holistique à travers la boîte à outils qui est la permaculture pour repenser de manière intégrée la notion de développement local. Alors, quelques défis du mouvement. La première chose, c'est qu'on voit depuis 2004, en fait, que démographiquement, même si c'est un mouvement qui se veut inclusif, qui se veut basé sur la diversité, c'est encore très homogène. C'est beaucoup porté par classe moyenne éduquée, blancs, qui ont le luxe du temps et des ressources pour s'impliquer dans des initiatives de transition. Alors, c'est comme si les gens qui ont le plus besoin de la transition, aujourd'hui, sont en quelque sorte exclus. Les relations avec les structures de pouvoir est très critiquée dans le sens que c'est un mouvement qui se veut apolitique. En même temps, on veut capitaliser sur les institutions publiques qui sont vues comme des ressources, mais en même temps, on ne va pas être coopté par
ces mêmes institutions, de la même manière qu'en quelque sorte le développement durable a été coopté. Alors on recherche cette collaboration, mais de manière à garder une distance, alors c'est toujours très délicat. L'autre chose, encore une fois, qui est très critiquée du mouvement, c'est en fait la nature sous-jacente de sa vision, qui, d'après beaucoup, n'est pas assez radicale, de la même manière que peut-être le projet de la décroissance n'est pas assez radical face au projet néolibéral, et que pour beaucoup, il y a une dimension politique qui doit être intégrée au mouvement pour qu'il ait plus de poids. Et l'autre chose, bien sûr, c'est est-ce que des centaines ou peut-être des milliers d'initiatives citoyennes à l'échelle locale peuvent faire une contrebalance à l'encontre des activités lourdes et dominantes des corporations et les parties prenantes qui sont les corporations qui sont aujourd'hui quasi absentes d'un projet de grande transition. Et voilà, merci. J'espère que je suis resté dans le temps là. C'était